Alors, vous voyez, je tourne toujours autour de la même idée. Ça irait tellement mieux si on se mettait d'abord d'accord sur le paradigme. C'est-à-dire, à quoi va nous servir ce film que je vous propose de regarder? Qu'est-ce que je vais pouvoir en tirer? Qu'est-ce que je vais en faire? Alors, surtout, la chose à ne pas faire, c'est de faire comme Jean-Baptiste Morin, quand je suis allé l'interroger. Très sympathique par ailleurs, hein, ça ne... Je me demande bien quel regard il a sur son propre itinéraire. Moi, ça... Moi, j'ai exercé d'autres professions jusqu'à l'âge de 35 ans avant d'entrer à l'université. Si... Je sais bien qu'il y a un facteur chance. Si la ville de Nancy, dont je suis originaire, n'avait pas été une ville pionnière dans l'établissement des filières de cinéma, j'aurais continué à exercer les métiers qui ne me plaisaient pas et que j'exerçais avant d'être à l'université. J'aurais continué à aimer le cinéma, j'aurais même peut-être vu plus de films que maintenant, j'aurais sûrement tenu un blog ou je ne sais pas quoi. Mais qu'est-ce que ça aurait changé à mon regard ou à ma compétence? C'est... Je trouve cette phrase particulièrement lamentable, quoi. Enfin, c'est terrible. C'est terrible de pouvoir penser ça sincèrement. Hein, tout au fond de moi, je me dis, il a dit ça pour frimer. En plus, je lui ai fait, je ne l'ai pas piégé, hein, il a relu l'interview et il l'a longuement corrigé, etc. C'est vraiment... Il l'a signé officiellement. Hein. C'est pas possible, quoi. Enfin, je sais bien qu'il y a des gens qui n'ont pas eu la chance que j'ai eue, qui voient beaucoup de films, qui s'intéressent passionnément au cinéma, qui ont une culture cinématographique 10 fois plus étendue que la mienne et qui ont un regard, une vista au sens sportif du terme, bien plus importante que les miens. Ça n'a aucun rapport avec l'exercice professionnel. Tout ça, c'est pour tourner autour du pot, pour ne pas parler de paradigme. Hein, mais jamais, je vais lui demander évidemment, hein, mais jamais il a accepté cette idée qu'on puisse dire a priori ce qu'on demande au film. Non, on va toujours être sur un discours intuitionniste. Ah oui, le film, mais moi j'ai pas d'a priori, voilà, je m'assois comme ça tout neuf, tout frais, alors que c'est un fantasme inatteignable. Stendhal s'en plaint à longueur de page dans ses promenades. Ah, si seulement je pouvais boire l'eau du l'été. Eh oui, si seulement je pouvais me pointer dans un musée sans rien savoir, ce serait génial. Si seulement je pouvais m'asseoir devant un film sans rien connaître du cinéma. Waouh, super. Mais ça ne se peut pas. Donc on a tous des demandes à faire. Et ça, je trouve ça terrifiant. De même, c'est la même chose. Hein. Cordonnier, pas plus haut que la chaussure. C'est ce que le peintre Appel aurait dit à son cordonnier quand son cordonnier se mettait à parler de peinture. Eh oh, moi je sais, toi tu sais pas. Non. Non, c'est pas possible de soutenir des choses pareilles. On a tous à apprendre de l'engouement pour un objet. À condition, bien sûr, que la personne qui s'est engouée accepte d'en parler. Et là, bien sûr, se pose le problème de l'éducation. Encore faut-il avoir les mots pour le dire, c'est pas évident. Surtout dans un art comme le cinéma qui sollicite énormément le corps. Non seulement on gigote, il y a des mouvements résiduels, mais on rougit, on transpire, le cœur bat, enfin, surtout si on est pris par le film. Et traduire tout ça en mots, comme on le demande souvent aux élèves, être fidèle aux émotions qu'on a eues pendant le film, aux fulgurances, c'est terrible. Donc je commence toujours les cours de première année
quand j'avais des cours de première année, des grands amphis, là, bon, tenez votre journal intime. Voilà. Ça, c'est un exercice super. Bien sûr, c'est ringard. Ouais. Mais n'empêche que transcrire des émotions, c'est extrêmement important. De surcroît, la critique professionnelle qui défend le textualisme donc, voudrait nous faire croire que il y a des films qui résistent au passage du temps et qui sont donc intemporels, qui sont des chefs-d'œuvre que justement on devrait faire étudier dans les classes. Tous les 10 ans, la revue Sight and Sound organise un grand sondage auprès des critiques. Alors, en 2012, ils ont fait venir un certain nombre d'universitaires aussi. Le top 10, donc, qui est en accès libre sur le web. Hein. Et puis, depuis 2012, on a même demandé aux contributeurs, s'ils le voulaient, d'exposer les raisons pour lesquelles ils avaient choisi leurs 10 films préférés. Vous pouvez vérifier que les critiques français sollicités n'ont pas répondu à cette question. Ils ont tous donné 10 films sans donner leur raison d'aimer. 846 personnes ont contribué. Et cette année, cette décennie, le grand événement, c'était que Vertigo est passé numéro 1 et Citizen Kane numéro 2, alors que jusqu'ici, c'était Citizen Kane numéro 1, Vertigo numéro 2. Waouh, le scoop. Mais ensuite, ça a changé pas mal. Tokyo Story, par exemple, a fait une percée terrible. Ozu est devenu super à la mode, manifestement. Et de dire, ah ben vous voyez, il y a des films intemporels. Halte là. En rouge, je vous ai mis, en fait, le nombre de personnes sur les 846 qui avaient choisi ce film. Moi, j'ai participé au sondage, je dois vous avouer que dans la liste, là, il y en a un en commun avec ma liste. Et la plupart des autres films que j'ai cités, on est 2 ou 3, ou même il y en a un, je suis tout seul, bon, à l'avoir mis, mais pour des raisons hyper égoïstes. Hein, bon. Donc en fait, vous voyez, 8,5, il n'y a qu'un critique professionnel sur 12. Alors qu'on nous fait croire que 8,5, oui, il faut voir ça, c'est le film sur la création, sur le cinéma. Bon. Alors que statistiquement, vous voyez, en fait, on a cité 2045 films à 846 personnes. Et donc, ce me semble que s'il y avait des chefs-d'œuvre indiscutés, on en aurait cité 10, hein, évidemment, il y aurait eu consensus. Et je pense que 2045 est plus proche de 8460, c'est-à-dire si on avait tous cité 10 films différents chacun, que de 10. Alors, où est-ce que ça cloche ? Pour voir où est-ce que ça cloche, je vous propose de lire quelques phrases de Michel Simon, le rédacteur en chef de Positif, et d'étendre le diagnostic qu'il fait, non seulement à la critique professionnelle, mais aux enseignants de cinéma aussi, qui se désolent parce que, donc, spontanément, les élèves ne vont pas se diriger vers les films dont ils pensent qu'ils seraient bons pour eux. Alors voilà, c'est un petit extrait d'une tribune où il s'énerve une fois de plus contre ses ennemis, le triangle des Bermudes, sauf qu'ils sont 4, hein, Le Monde, Libé, Télérama et les Arocs, il n'arrête pas de ferrailler contre eux. Donc il y a 3 millions de lecteurs, c'est pas mal quand même. Et donc, ces 4 organes de presse ont encensé Visage et Kinaté. Voilà. Et donc, en 2 semaines, 4500 spectateurs, 6200. Alors, une moyenne d'un spectateur pour 6000 lecteurs. Et Michel Simon, donc, d'en tirer des conclusions sur... il se fourvoie, tous ces critiques qui encensent des films absolument pas regardables, ennuyeux à mourir, ils sont fous, etc. Ici, la branche sur laquelle ils sont assis, etc. Je pense que c'est un mauvais diagnostic.
ces chiffres sont justes. On ne peut pas aller contre ces chiffres. Mais l'interprétation qu'en propose Michel Simon, je pense, doit être discutée. En fait, lorsqu'on lit un magazine, est-ce que, fatalement, on est dans un rapport de consommation avec les objets qui sont défendus par ce magazine? Lorsqu'on écoute un prof, est-ce qu'on est dans un rapport forcé de consommation avec les objets qu'il défend? Qui, parmi les lectrices de Elle, peut s'acheter la robe du soir Jean-Paul Gaultier haute couture à 40 000 euros? Qui, parmi les lecteurs de, je sais pas, de Diapason, peut s'acheter la chaîne IFI à 100 000 euros? Il n'y en a quasiment pas. Du tout même. Mais on est content que ce soit là. On est content que ce soit là, on est content que ça fasse partie du totem. Et puis, on sait que ça existe, et négligemment, au cours d'une conversation, hein, je reviens à la sociabilité, on pourrait dire « Oui, ouais, je sais. » Ah oui, visage, ouais. On n'a pas besoin de les avoir vus. Hein. Kinaté, Kinaté. Moi, je ne les ai pas vus, hein, mais je sais que c'est important pour une communauté. Et cette communauté, soit j'y appartiens, soit j'aimerais bien y appartenir. Parce que c'est vrai que les métiers, là on retrouve l'élite artiste, hein, mais des métiers qui ont un rapport avec la culture, avec l'expression de soi. Hein, songez comme Serge Danet a mythifié la profession de passeur. Waouh! Passeur, c'est bien mieux qu'éducateur. Hein. C'est éducateur spécialisé dans le passage des œuvres d'art. Waouh! Et combien il a mythifié ça, combien ces professions font rêver. Et donc, appartenir à une communauté pour laquelle donc, ces totems sont naturels, en fait culturels, mais bon, je dis naturels, ça fait rêver, quoi. C'est vrai. Donc on peut trouver la robe du soir très belle sans la porter, et on peut trouver visage et kinaté très intéressants sans les avoir vus. C'est pas la peine. Alors ça, c'est plutôt la version sympathique du communautarisme donc, et du militantisme, finalement. Mais on sait tous ici qu'il y a une face sombre, elle aussi épinglée par Bourdieu dans les distinctions. Cette face sombre, c'est le dégoût du goût des autres. Voilà. Alors c'est une chose que d'essayer de promouvoir les films dont on pense qu'ils sont bons pour les gens qui sont en face de nous. C'est une bonne chose, bon, si on est sincère, etc. Bon. Mais c'est une autre chose aussi de dire, vous savez, ces films-là que dont j'essaie de vous convaincre de la qualité, ils sont meilleurs que ceux que vous aimez. Donc c'est la position donc destructrice des missionnaires qui arrivent en Amazonie. Vos fétiches, là, ça va 5 minutes, vous allez me foutre tout ça en l'air et puis remplacer par ma religion à moi. Je vois pas pourquoi... on ne pourrait pas peut-être cohabiter, hein, par exemple. Songez, je ne sais pas, vous avez 16, 17 ans, vous êtes fan de films de genre, vous discutez des journées entières sur les forums, vous avez le costume, vous avez les vignettes, et puis dans la salle d'attente du dentiste, vous ouvrez le Nouvel Obs, innocemment. Bang! Voilà. Vous ouvrez le Nouvel Obs et on vous prend pour un con. Waouh! Quelle vision on peut avoir de la société? Alors après, on va couiner en disant « société multiculturaliste, balkanisée, les jeunes d'un côté, les vieux de l'autre, je ne sais pas quoi. » Et oh! Ça se justifie pour le coup, là. Hein. Vous voyez, le mépris insondable. La mangeoire à geek. Non mais... prendre l'autre pour un animal, ça nous rappelle pas de sinistres pages de l'histoire humaine, ça? C'est horrible. Et pourtant, c'est courant, quoi. Et puis alors, Boostify, relou, hein, du genre, ah oui, les jeunes, je les connais, hein, relou, je parle comme eux, quoi. Non mais, oh.
Ça me rend malade. Honnêtement, d'ailleurs, ce n'est plus que pour des raisons professionnelles que j'ouvre la presse et que je lis des critiques. C'est pour découper des critiques, pour faire travailler les élèves. Parce que sinon, je me sens agressé. Moi non plus, je n'aime pas trop le Bilbo le Hobbit. Là. Mais je conçois qu'on puisse s'enthousiasmer et trouver, et plus que s'enthousiasmer, trouver un système de valeurs. Parce que la ténacité et la pugnacité sont des valeurs quand même intéressantes et sont hyper défendues par le Seigneur des Anneaux. Le Seigneur des Anneaux et l'existentialisme sartrien, même combat, quoi. Enfin, du moment que vous vous êtes engagé dans une quête, il faut aller jusqu'au bout. Waouh, c'est super. Donc, la mangeoire à geek, non mais... Bon. Mais là, évidemment, je tombe à pieds joints dans ce que je suis en train de dénoncer, puisque j'ai l'air de mépriser les critiques. Non, absolument pas, je les aime tous. Je vais les interviewer, ils sont très gentils. Je repars avec des bouquins sous le bras. Non, ils sont sympas. Hein. Là n'est pas la question, mais je pense que c'est trop violent. Là aussi, je pense que c'est trop violent. Ben ouais. C'est Gérard Lefort dans Libération. Pauvre diable. J'ai envie de dire, pauvre diable. Vraiment. Hein. Ne pas comprendre, Enfin, moi, je repense souvent, de manière quasi obsessionnelle, si c'est un homme de Primo Levi et au docteur Panvitz qui lève les yeux, le docteur Ducamp qui lève les yeux sur Primo Levi et Primo Levi se rend compte qu'il est regardé comme s'il était un poisson rouge. Quoi. Voilà. Il me dit, voilà, je suis un poisson rouge pour Gérard Lefort. Heureusement, Gérard Lefort n'est pas le docteur Panvitz, il n'a pas pouvoir de vie et de mort sur moi. J'ai eu chaud sur ce coup-là, parce que sinon... Hein. Alors, la plupart du temps, finalement, on se retrouve devant des Mexican stand-off, c'est-à-dire que c'est de la dope, c'est génial, et on revient au pouce levé, ou on revient à égalité. Donc on se traite de nom d'oiseau, on fait référence à des paradigmes, mais sans vraiment le dire, sans chercher les points communs, il y en a plein, évidemment. Et puis, la situation est bloquée. On se regarde en chaîne faïence, il n'y a pas de... Alors les profs s'énervent, parce qu'ils se sentent coupés des élèves. Les élèves, donc, font du code switching, c'est-à-dire... ils regardent l'horreur comme ça, et puis dès qu'ils sont chez eux, waouh, on va regarder Saw 6 et 7, on va se faire une soirée tronçonneuse. Okay. Bon. Donc ils sont clivés. Et c'est dommage. Et justement, l'école, je pense que c'est le lieu où on peut entrer dans le détail de ce que c'est qu'une interprétation, dans ce que c'est que l'usage d'un film. Je ne pense pas que dans la sphère médiatique, il y a la place pour ça. Et même quand je regarde les blogs ou les sites sur le net, il n'y a pas tellement d'analyse que ça. C'est pas... L'analyse de film, ça reste un privilège de l'éducation, je pense. Là, c'est vraiment une carte à jouer, entrer dans les détails, décortiquer et voir la pluralité des significations qui peuvent être extraites d'un petit morceau de film, par exemple. Au lieu de prendre des points de vue surplombants, vous savez tous, donc comment les films populaires se font dessouder. Je vous montre 2 derniers exemples savoureux, comme Amélie Poulain, donc c'est Le Pen, et Intouchable, c'est Sarkozy. Eh bien, quand on entre dans le détail, quand on prend une séquence du film, au contraire, on peut s'apercevoir, ou même le film dans son entier, si on a le temps, si on a des élèves motivés, etc., on a le temps de voir que, en fait, l'image est terriblement polysémique,
et que n'importe quel film soi-disant de gauche peut se transformer en film de droite, n'importe quel film de droite en film de gauche, n'importe quel film anti-clérical en film en fait mystique. Enfin bon, on peut faire ce qu'on veut, on est libre, on est donc absolument détendu de ce côté-là. Et il me semble que la classe est le lieu pour, au lieu d'imposer une signification, au lieu d'être monosémique comme ça, d'ouvrir. Et d'ailleurs, on en a la preuve quand on regarde les lectures. Donc, alors, il y a un petit problème avec la France, c'est qu'il y a beaucoup de contributeurs d'hallucinés, ceux qui écrivent de longues critiques, qui se prennent pour des critiques. Donc c'est pas, il y a une sorte de, assez souvent de consensus comme ça, mais je pense qu'en classe d'anglais, ceux qui peuvent faire lire à leurs élèves l'IMDb, donc la plus grosse base de données cinéma du monde, les user comments de l'IMDb, c'est génial, parce qu'on voit des tas de lectures différentes d'un même film. De plus, ces lectures politiques-là ne sont pas justifiées. L'expérience, vous connaissez peut-être, vous connaissez sûrement bien sûr des militants politiques autour de vous, et très souvent, il n'y a pas de lien entre les opinions politiques professées, ou même le bulletin de vote qu'on met donc dans l'urne, les goûts artistiques, et puis les actions amélioratives, c'est-à-dire ce qu'on fait vraiment pour que la société soit moins inégalitaire, moins violente, etc. Tout ça est bien plus compliqué que ce que laissent entendre ces critiques qui associent un certain, une certaine couleur politique à certains films. L'exemple archi connu, c'est il y a une étude de sociologie sur la projection de La prisonnière du désert dans les réserves indiennes. La sociologue, c'était au début des gros magnétoscopes VHS, elle amène la télé, le scope dans une tribu, et puis il regarde La prisonnière du désert. Donc elle s'attend à recueillir des « Ah oui, horribles, les Indiens sont présentés comme des salauds, des idiots, des sadiques, des violeurs. » Et en fait, « Oh ouais, c'était super !» Tous les Indiens ont adoré le film. « Ah bon, ah bon ?» Donc la sociologue absolument stupéfaite. Mais vous n'êtes pas senti attaqué. Alors les Indiens disent, bah si, c'est n'importe quoi, ils ont donc des tapisseries Navajo, ils parlent à moitié Hopi, ils ont des peintures de chasse alors que c'est la guerre, ils ont des peintures de paix alors que c'est... Bon, c'est nimp, mais on s'est tous pris pour John Wayne. Ben bien sûr, évidemment, on s'en fout. Enfin, de même... c'est pas parce qu'on est un mâle blanc hétéro qu'on va forcément notre cœur va battre pour le mâle blanc hétéro du film. On peut faire ce qu'on veut au cinéma, tout le monde est bisexuel, tout le monde. C'est ça qui fait le charme de la chose. Donc revenons aux choses sérieuses, c'est-à-dire à Hume. Voilà, ça reste hyper subversif en 2016, c'est de la dynamite encore, et tout le monde n'est pas prêt à gober ça. Leur aptitude à être employée. Alors, quand j'entends parler d'Avatar, moi je pense à ça. Les manifs de Palestiniens qui s'identifient, évidemment. Ils disent bah, c'est la même chose. L'envahissement de la planète Navi, c'est la Palestine avec les Israéliens en face. Et donc, voilà, ça nous donne la pêche, ça nous donne, vous voyez, un modèle de conduite, ça nous donne un canevas, une boîte de Lego comme dans Star Wars. Sauf que là, c'est utilisé donc... à des fins militantes, politiques et performatives, quoi. Hein. On voit que le film est peut-être capable de faire avancer une cause ou changer le monde quand on se l'approprie. En fait, je vous ai montré tout à l'heure le classement de Sight and Sound, là. Effectivement, c'est pas le seul classement lisse. Je trouve que on devrait prêter attention au fait que, de la même manière qu'il y a plusieurs paradigmes possibles pour interagir avec les films, il y a plusieurs classements en circulation dans la société. Quand j'ai interrogé Jean-Baptiste Morin, que je lui demandais quels étaient ses critères, et il me disait
Oui, il faut quand même. J'ai une responsabilité, il faut quand même que je dise quel film est important pour l'histoire du cinéma. Waouh! Hein, donc il a le sentiment de décrire l'histoire avec un grand H du cinéma. Et c'est vrai. En fait, il a raison. Hein. Ça m'embête de le dire, mais il a bien plus de pouvoir, je pense, qu'un universitaire qui va défendre des films à l'intérieur de son petit cercle. Il a raison. Hein. Ben, je veux dire, regardez comment fonctionne le réseau. Qui est à la tête de la Cinémathèque française. Il a raison. Il y a un pouvoir performatif de la critique de cinéma. Donc on parle souvent de la transformation des critiques en réalisateurs, parce qu'on mythifie la nouvelle vague. Mais il n'y a pas que ça comme transformation. Hein. Il y a aussi entrer à l'université, entrer dans les institutions et faire passer donc le totem comme le totem légitime. Transformer ces histoires personnelles en histoires tout court, comme dit méchamment mon collègue Fabrice Montebello. À la place de ça, donc, qu'est-ce qu'on peut mettre? C'est pas à la place de, c'est en même temps. On voit bien qu'il y a des palmarès professionnels, donc pour voter au César, il faut faire partie de. Les Césars, les Oscars sont des palmarès professionnels. Les palmarès universitaires sont des palmarès indirects, mais par exemple, je sais pas, il y a... je suis toujours scotché quand je vois le nombre de textes qui parlent de Vertigo ou de La Jetée. Il y a des dizaines de milliers de pages sur Vertigo, sur La Jetée. Quoi. Bon, c'est comme ça. Hein. Il y a des colloques entiers sur des trucs, donc ça dessine des palmarès. Hein. N'importe quel étudiant qui va faire des études de cinéma se dit waouh, il faut que je mette ça au-dessus. Il y a des palmarès bien sûr institutionnels, hein, les rétrospectives à la Cinémathèque. Il y a des palmarès communautaires. Évidemment, il suffit de se connecter sur un site communautaire pour voir que ce soit les Nanarophiles, les Mad Movies, ou qu'il y a des films qu'on ne touche pas parce qu'ils sont cloués. Il y a des palmarès économiques. Évidemment, hein, les entrées, les ventes de DVD, et puis des palmarès quantitatifs. Alors, il y en a un qui nous manque toujours quand même, à cause du piratage. Ça, ce serait vraiment génial de l'avoir. C'est le palmarès des films effectivement visionnés. On sait quand un DVD est acheté, on sait quand un film est acheté légalement, mais on ne sait pas quand il est piraté, comment est-ce qu'il circule. Dans la thèse dont je vous parlais tout à l'heure, il y a une personne qui fréquente beaucoup les cafés de Longwy, qui habite dans un petit village, qui s'y rend en voiture. À l'intérieur de la voiture, il y a un disque dur avec 1000 films et une clé USB. Et quand au comptoir il discute cinéma, ah bon, t'as pas vu ça? Attends, je vais te le chercher. Hop, il ouvre le coffre de la voiture, il branche la clé USB, il copie le film et il file la clé à son interlocuteur pour le convaincre du bien fondé de son jugement. Bon, ça évidemment, ça nous passe sous le nez, il n'y a pas d'indicateur pour ces films vus illégalement. Par contre, il y a des palmarès quantitatifs, les gens votent sur Allociné, sur la IMDb, on voit bien les films qu'ils aiment. Enfin les gens, non pas les gens, les internautes. Donc, bon. Et puis des palmarès privés, bien sûr. Donc le film familial qu'on regarde traditionnellement quand la famille se réunit à Noël, ou bien ceux qu'on emporterait sur une île déserte.